Le 18 septembre 2020, le jour des 8 ans de la chaîne Reset Metal, soit dit en passant, est sorti le 16e album de Napalm Death. C'est pas pour cette raison que j'ai commencé à écrire cette vidéo, mais le hasard fait bien les choses, parce que le moment est du coup assez bien tombé pour faire un retour sur la carrière de ce monument. Un groupe qui a, de plus, bien sa place dans mon palmarès personnel des meilleurs groupes. Tout le monde connaît Napalm Death, ne serait-ce que de nom. Déjà parce qu'il est presque impossible de faire un festival sans les y voir jouer, c'est d'ailleurs presque devenu une blague, tellement on les voit partout, et ensuite parce qu'il s'agit d'un des groupes les plus importants de la scène métal extrême, précurseur et père du grindcore et qui domine toujours le genre après plus de 30 ans de carrière. Et une sacrée carrière justement, faite de haut et de bas tout au long de ces 16 albums, et chacun d'eux vaut la peine qu'on s'y intéresse, et du coup c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors on va pas analyser le dernier qui est sorti un petit peu trop fraîchement pour en faire une vraie analyse, mais on attaque quand même un sacré gros chantier. C'est parti. Le groupe est fondé en 1981 par Nick Bullen, entre autres, mais on verra que le line-up d'origine n'a pas vraiment d'importance. Sachez juste qu'entre 1981 et 1987, le groupe sort 7 démos et que le seul musicien qui reste au bout de ces 7 démos est justement Nick Bullen. Suite à cela, le premier album de Napalm Death sort en 1987 sur le label Heroic Records. Il s'intitule Scum et il constitue l'une des premières pierres posées pour bâtir l'édifice du grindcore. Et il est même d'autant plus important qu'il constitue la première sortie conséquente du label Heroic Records qui avait à ce moment-là à son palmarès le premier album de The Accused, The Return of Martha Splatterhead. Et qui se souvient de cet album? Et qui se souvient de Scum? Bon bah voilà. L'album est divisé en deux parties. La première moitié est composée de 12 morceaux qui sont composés et joués par Nick Bullen et Justin Broderick. La deuxième moitié, composée de 15 morceaux, est composée et jouée par Lee Dorian, qui deviendra plus tard le chanteur de Cathedral, Jim Whiteley, Bill Steer, le guitariste de Carcass, et Mick Harris, qui joue de la batterie sur tout l'album et qui fait finalement le lien entre les deux line-up. Alors, qu'est-ce qui explique ces deux parties ? Au moment de la sortie de l'album, le groupe est composé des membres de la phase B, les 15 derniers morceaux. Et la phase A est en réalité une démo enregistrée en 1986 sous le nom From Enslavement to Obliteration. Peu de temps après cette démo, les membres du groupe finissent par quitter le navire un à un, ne laissant plus que Mick Harris et Jim Whiteley qui se mettent en quête de trouver des musiciens pour composer de nouveaux morceaux et finir l'album, ce qui donnera la phase B. C'est aussi ce qui explique que la production soit un peu différente sur la deuxième moitié du disque. Maintenant, qu'est-ce que cet album nous apporte ? Eh bien, il est communément admis qu'il est le premier album de grindcore, ce sous-genre du métal, qui consiste plus ou moins à un genre de punk hardcore joué 10 fois plus vite, et notamment grâce au batteur survolté Mick Harris, qui, paraît-il, fut le premier à utiliser le terme de grindcore pour décrire ce genre de son. Donc, c'est à une musique ultra rapide où les blast beats sont omniprésents alors qu'ils n'existaient qu'à peine dans le métal, où le chant n'est que cris et grognements déchaînés, et où l'on a gardé les préoccupations du punk, à savoir les injustices sociales, les désastres écologiques, la société de consommation, la maltraitance du pouvoir sur les classes les plus faibles, etc. À ce titre, la pochette, qui est un collage réalisé par Jeff Walker, le chanteur de Carcass, représente bien toutes ces idées, et c'est pour ça qu'on y retrouve les logos de Coca-Cola ou de McDonald's par exemple, au milieu d'une pile de crânes humains. Leur engagement se retrouve aussi bien évidemment dans leurs titres et leurs paroles comme Multinational Corporations, Born on Your Knees, Prison Without Walls ou As the Machine Rolls On. Et c'est là que commencent les thématiques récurrentes du grindcore. Et attention à ne pas tout mélanger. Le gore grind, même s'il s'inspire un petit peu du grindcore, c'est pas du tout la même chose. On est ni sur les mêmes thématiques, ni sur la même approche de la musique. Donc ne confondez pas tout et surtout, arrêtez de penser que le grindcore est une musique débile. Brutal Truth et Nasum, c'est pas du tout Gutalax.
L'album tombe dans les oreilles de John Peel, animateur de radio, grand influenceur musical de l'époque, et qui passera l'album de nombreuses fois dans ses fameuses Peel Sessions, faisant grand bruit et mettant la lumière sur ce nouveau groupe de jeunes anglais complètement déchaînés. Et l'anecdote que tout le monde connaît, c'est le fameux record du monde du morceau le plus court, avec le titre You Suffer, qui dure 1 seconde 36. C'est l'année suivante, en 1988, que sort leur second album, au moins tout aussi culte que le premier, From Enslavement to Obliteration. Le bassiste Jim Whiteley est remplacé par le fameux Shane Embury. C'est toujours Heroic Records derrière, et l'album commence cette fois-ci avec une intro en down-tempo, avant de repartir dans le grindcore déchaîné. La production est heureusement un peu meilleure que sur Scum, mais on voit quand même qu'à l'époque, on ne savait pas bien comment faire sonner cette musique nouvelle, et tout a l'air un peu étouffé. Mais la batterie, toujours tenue par Mick Harris, s'entend et se comprend très bien, et heureusement étant donné la rage qu'il y met. Le rythme de l'album est typique de ce qu'on retrouve depuis partout dans la scène avec une petite demi-heure de durée pour 22 morceaux dont la plupart ne dépassent qu'à peine la minute. Donc on a toujours le même credo. Des morceaux simples, rapides, qui se doivent d'aller droit au but et de ne pas perdre de temps pour transmettre un message de colère le plus efficacement possible. Si Scum était considéré comme le premier album de grindcore, il n'a l'air que d'un essai, d'une tentative à côté de ce deuxième album beaucoup plus abouti, cohérent et qui ressemble plus à un album qu'à 2 démos grossièrement collées. En tout cas, je trouve que From Enslavement to Obliteration ne prend pas une ride. D'ailleurs, tout à l'heure j'ai cité le gore grind en expliquant qu'il fallait pas le confondre avec le grindcore. Mais sachez, même si c'est un petit peu hors sujet par rapport à la vidéo, que le gore grind a pour précurseur les 2 sinon 3 premiers albums de Carcass, dont le premier est sorti cette même année. Et qui est le guitariste de Carcass ? Bill Steer, celui-là même qui est en train de jouer dans Napalm Death et qui pourra se vanter d'avoir été l'un des musiciens précurseurs de 2 sous-genres extrêmes du metal, enfin même 3 puisque Carcass s'avérera plus tard être aussi l'un des premiers groupes de death metal mélodique, mais c'est une autre histoire. From Enslavement to Obliteration est un grand succès parmi la scène de tordus qui n'étaient pas effrayés par ce boucan. Et à l'époque, même pour les magazines de métal, et qui plus est de métal extrême, c'était parfois compliqué de vanter les qualités de cet album. Et c'est normal de flipper un peu quand on voit débarquer cette bande de Britanniques complètement fous, qui jouent du punk hardcore 3 fois plus vite et beaucoup plus violemment que Slayer, ou même Death qui démarrait à l'époque. Et ce n'est pas étonnant non plus d'avoir vu passer le groupe sur les plateaux de télé pour montrer à quel point ces jeunes étaient bizarres. A bit too doom-laden, a bit too subversive. So let's lighten the mood here a little. Madness on the BBC. Was that it? Yep, basically. How come songs that are so short? Mais à l'époque, quand on est anglais et marginal, c'est souvent aussi qu'on a des choses à dire, et dans le cas de cet album, ça se comprend dès la pochette. Celle-ci n'est plus l'œuvre de Jeff Walker, mais de Mark Sikora, et elle est criante de sentiments de ne plus supporter le monde dans lequel on vit les horreurs qui s'y passent chaque jour depuis des siècles. Et les paroles, peu importe le morceau, traitent d'un problème. It's a Man's World parle du sexisme et du patriarcat, le titre éponyme parle de l'aliénation dans laquelle la société de consommation nous plonge et qui nous détruit à petit feu. Mentally Murdered traite de l'apathie que le monde nous inflige, contraignant nos esprits à un seul mode de pensée, étouffant la créativité et la libre expression. Je vais pas tous les faire, mais je vous encourage à aller lire les paroles. C'est plus travaillé que la plupart des textes de métal extrême que j'ai lus jusque-là, et j'ai même trouvé le morceau Make Way qui parle d'écologie, pour faire le lien avec ma précédente vidéo si jamais le sujet vous intéresse.
Quand le troisième album, Harmony Corruption, sort en 1990, le line-up a encore une fois bien changé. Mick Harris et Shane Embury sont toujours là, mais Lee Dorian est parti se focaliser sur Cathedral, Bill Steer sur Carcass, et de nouveaux lurons se sont joints à la bande. Le regretté Jesse Pintado et Mitch Harris, à ne pas confondre avec Mick Harris, aux guitares, et le désormais fameux Mark Barney Greenway au chant. Et alors que le groupe connaît encore un bouleversement, que dire de la musique sur cet album ? Il y a le premier point concerne la composition, et notamment la longueur des morceaux. On est passé sur un nombre de 11 titres, pour une longueur totale de 40 minutes, ce qui est déjà assez différent de la façon de faire des débuts. Mais c'est encore plus que ça, car si cet album ne tourne pas complètement le dos à leur précédente sortie, ils quittent tout de même les jeunes contrées du grindcore pour s'installer dans les à peine moins jeunes contrées du death metal. Dans la mesure où les deux genres sont de très proches cousins, et qu'ils vont souvent main dans la main, ce qui est bizarre, ce n'est pas très surprenant, d'autant que tout le line-up a bien changé. Et malgré le changement de style, cet album n'a pas été complètement boudé par les fans, et même si l'accueil a été un peu plus mitigé, il jouit quand même d'une assez bonne réputation. Donc, qu'est-ce qu'il y a à entendre ? La production est globalement plus professionnelle, même si elle garde un son étouffé sur les guitares, mais c'était assez dans le ton du death metal de l'époque. Et justement, pour mixer du death metal à l'époque, c'est qui qu'on appelle ? Scott Burns. Et oui, car les Britanniques sont allés au Morrisound Studio pour enregistrer Harmony Corruption. C'est vous dire à quel point le rapprochement avec la scène death metal en pleine explosion en 1990 était volontaire. On remarque aussi que le groupe s'est bien intégré parmi ses congénères, puisqu'on retrouve Glenn Benton de Dayside et John Tardy d'Obituary sur le titre Unfit Earth. Musicalement, le tempo est un peu plus lent. L'ambiance est moins enragée, mais plus lourde, et surtout, ça groove pas mal. Les riffs de guitare prennent une importance nouvelle, et ils sont assez variés, même dans leur simplicité. On trouve quand même de quoi retenir notre attention. La batterie, quant à elle, est plus carrée, mais pas moins violente. Le chant de Barney n'a plus grand chose à voir non plus avec celui de Dorian. La voix est grave et caverneuse, mais beaucoup moins enragée. Pour moi, c'est l'un des principaux défauts de cet album, car elle fait vraiment molle et pataude, donc un assez mauvais départ pour introduire le nouveau chanteur. Et sinon, parmi les titres de l'album figurent quand même certains classiques du groupe, tels que Suffer the Children, qui critique l'hypocrisie et la manipulation des grandes religions, If the Truth Be Known, Extremity Retained ou encore Unfit Earth. D'ailleurs, le titre Suffer the Children sera le premier à être illustré par un clip assez épileptique, suivi par If the Truth Be Known. Mais bon, c'est vrai qu'après les deux précédents, cet album il peut faire un petit peu pâle figure, avec un goût de mauvais virage. A noter d'ailleurs que Mick Harris, mécontent du son et de la production de Scott Burns, s'est fait virer du studio et est allé prendre quelques vacances chez David Vincent de Morbid Angel. Et, de l'aveu des membres du groupe, l'album ne correspondait plus vraiment à ce qu'ils avaient en tête au moment d'entrer en studio. Mais quand on a choisi d'aller chez Scott Burns, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'album sonne comme toutes les autres productions de Scott Burns. Même si l'album a tout de même connu un certain succès commercial, certains n'ont pas manqué d'accuser le groupe de rentrer sagement dans le rang du death metal Morrison style, qui marchait tant à l'époque. Alors, quelle voie vont-ils choisir finalement ? Le death ou le grind ? On va voir ça tout de suite avec le prochain album. Eh bien, il y a eu du changement et c'est plutôt positif. C'est en 1992 que sort Utopia Banished, toujours sur la tutelle de Earache Records, mais cette fois-ci sans le batteur Mick Harris qui est séparé du groupe pour des raisons de divergence artistique et qui est remplacé ici par Danny Herrera. La production n'est plus non plus du fait de Scott Burns, puisque c'est Colin Richardson qui passe derrière la vitre du studio, et ça change tout de suite le son du groupe. Les guitares respirent beaucoup plus et ça n'enlève rien à la lourdeur du son du groupe, qui a même l'air bien plus agressif qu'avant.
Et le groupe, après un écart de style sur Harmonic Corruption, a préféré revenir se promener sur les sentiers du grindcore, reprendre en quelque sorte leur place sur le trône. Il y a un peu plus de morceaux, ils sont un peu plus courts, mais ils sont aussi bien plus denses, et le nouveau batteur, Danny Herrera, n'a rien à envier à Mick Harris. Il l'égale en termes de rapidité, de violence, et le dépasse en termes de technique. La voix de Barney a également pris en force et en rage. Elle est toujours aussi grave et caverneuse, mais rappelle un peu les aboiements féroces d'un molosse enragé. Barney s'est lâché un petit peu plus, et ça fait du bien de retrouver sur album, en quelque sorte, l'énergie qu'il est capable de générer sur scène, avec sa gestuelle là. Le mixage met d'ailleurs un point d'honneur à ce que les voix soient audibles, au point que l'on puisse comprendre à l'oreille la plupart des paroles. Et j'ai bien dit les voix, car s'il y a quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, c'est le deuxième type de chant, le grognement aigu que j'appellerais de gobelin, qui vient appuyer certaines phrases. Il y en a depuis le premier album en réalité, mais c'est à partir de Utopia Banished qu'elles se rendent plus intéressantes. Elles sont faites ici par le guitariste Mitch Harris, et c'est un schéma qu'on retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs, comme quoi le groupe a vraiment trouvé sa stabilité. Donc logiquement, on devrait plus trop voir de nouvelles tentatives de réinsertion dans d'autres styles musicaux ici. Bon, on verra ça sur le prochain album, terminons déjà celui-là avec une petite sélection de morceaux à écouter. Utopia Banished a aussi son tube, le morceau I Abstain, mais de nombreux autres morceaux valent la peine d'être écoutés. La petite sélection personnelle s'arrêterait notamment sur Arianism, qui parle justement de l'arianisme, en le critiquant bien sûr, et sur le très sautillant The World Keeps Turning, illustré par un clip live qui parle de notre quotidien abrutissant qui nous empêche de prendre le temps de comprendre que tout va dans le mur. D'ailleurs, si un jour vous avez envie d'aller vous écouter cet album au calme, n'hésitez pas à lire les paroles en même temps. Elles sont étonnamment travaillées pour l'idée que je m'en faisais. Les messages sont dits sans fioriture mais sans simplification abêtissante non plus. Bon, on a terminé maintenant et on passe au prochain album. Fear, Emptiness, Despair sort donc 2 ans plus tard, en 1994, encore et toujours dans l'écurie Heroic Records, qui ne se lasse pas de son poulain. Et on voit maintenant qu'après un retour aux sources plus grind sur l'album précédent, Napalm Death s'essaye à nouveau au métal qui est dans l'air. Et en 1994, si on ne fait pas de black metal, il y a de grandes chances qu'on soit en train d'essayer d'injecter un petit peu de groove dans sa musique. La tendance est de ralentir le tempo, de baisser l'accordage de sa guitare dans les tons les plus graves, et de jouer des trucs qui font bouger la tête en rythme. Pour rappel, c'est cette même année qu'est sorti Burn My Eyes de Machine Head et Far Beyond Driven de Pantera, qui avaient déjà commencé à explorer sérieusement ce qu'on appellera bientôt le groove metal. Et donc, ce sont ces éléments qu'on retrouvera dans ce nouvel album de Napalm Death, avec son nouveau logo sans goût là. De plus en plus de morceaux en mid-tempo, des riffs plus répétitifs, voués à nous faire headbanger, et on peut commencer à soupirer un peu maintenant. Parce que le petit égarement d'Harmonic Corruption, on pouvait laisser passer. Mais ça commence maintenant à bien faire d'essayer de jouer de la musique des autres, surtout si c'est pour le faire toujours un petit peu moins bien, avec moins d'efficacité. Bon, ça c'était la réaction du moi qui s'est lancé dans la confection de cette vidéo parce qu'il avait envie d'écouter du grind. Maintenant, reprenons les choses à plat, que vaut cet album ? Eh bien, il n'est pas aussi déroutant en soi qu'avait pu l'être Harmonic Corruption. Même si le tempo est bien plus lent et que la rage ne se fait plus sentir, il compense ça avec la lourdeur écrasante de ses riffs, bien aidée par la production qui est, cette fois-ci, idéale, puisqu'elle rend tout étouffant sans rien enlever à la lisibilité des morceaux. Ils sont d'ailleurs plus longs et plus complexes qu'avant, notamment grâce à la batterie qui se révèle pas mal technique pour ce qu'elle doit accompagner. Et, bien sûr, il y a toujours des tubes qui ressortent encore aujourd'hui. Déjà, le morceau Plague Rage, qui a été clippé. Mes préférences vont à More Than Meets the Eyes, l'un des plus groovy et qui parle de la partie désagréable du monde qu'il est si facile de cacher à nos yeux. Mais il y a aussi State of Mind, plus agressive et malsaine, et on retient également souvent Twist the Knife Slowly, qui ouvre l'album et qui donne bien le ton. D'ailleurs, ce morceau sera inclus dans la soundtrack du film Mortal Kombat, et ça donnera, mine de rien, l'opportunité au groupe de se faire connaître un peu plus.
Et effectivement, l'album il a été plutôt bien reçu à sa sortie. Donc il y a bien des choses à sauver dans ce Fear, Emptiness, Despair, puisqu'il est en réalité assez bon, pour peu qu'on apprécie le death metal le plus lourd, dans le genre d'Obituary ou de Bolt Thrower bien sûr. D'ailleurs, la tournée promotionnelle de l'album se fera en compagnie d'Obituary, d'Entombed et de Machine Head, comme quoi c'était bien assumé. Et le groupe offre toujours de quoi rassurer au moins un peu ses vieux fans, avec quelques morceaux véritablement grind, disséminés ça et là, comme s'ils s'étaient perdus. Prime Time ou Throwaway par exemple. Donc, même si on pouvait craindre une rechute avec ce nouvel album, Napalm Death est toujours là. Bon, il tente des trucs par contre, ça vous plaît ou pas, c'est à vous de juger. Moi, je finis par m'y faire et je dois dire que j'apprécie plutôt bien. Et j'ai même hâte d'écouter le prochain album. Dire Tribes sort en 1996 chez Earache Records et ne reçoit pas un accueil aussi favorable que son prédécesseur, sans être un échec total non plus. C'est donc décidé, Napalm Death abandonne le grindcore pur et dur et s'adonne maintenant à une musique quelque part entre le death metal et le pur groove un peu jumpy et semble résolu à persévérer dans cette voie. Et c'est en général à partir de là qu'on m'explique que Napalm Death fait du death metal indus. Mais moi j'entends pas grand chose d'industriel là-dedans. Alors j'y connais pour ainsi dire rien au style industriel, mais moi ce que j'entends là c'est Napalm Death qui joue avec ses influences hardcore, death metal, punk et grindcore évidemment, et qui ajoute surtout des grosses doses et des grosses rythmiques de groove. Rien qui m'évoque l'aspect mécanique et martial de la musique industrielle. Alors en fait, il y a bien le son de quelques guitares très métalliques et quelques passages de batterie qui peuvent faire un peu penser à du metal indus. Mais moi j'y retrouve tout de même beaucoup plus un feeling à la Sepultura période Chaos AD. Par contre, c'est bel et bien à partir de là que le groupe enchaînera les pochettes immondes. Celle de Dire Tribes est un amas de je ne sais quoi informe qui n'évoque pas grand chose. En revanche, Napalm Death a tout de même choisi d'accélérer globalement le tempo, en plus d'avoir rajouté à la recette quelques passages plus énervés à la double pédale. Et c'est en grande partie ce qui fait tenir cet album selon moi, son rythme. Loin d'être linéaire ni ennuyeux, il est justement dosé. Un morceau plus mid-tempo va précéder un morceau plus rapide, et on retrouve même quelques parties plus ambiantes comme Cold Forgiveness. À nouveau, la production est idéale pour cela, même si elle est encore différente que sur le précédent album. Et on a à nouveau un clip, cette fois-ci pour le morceau Grid Killing qui, je l'admets, aurait pu être composé par Fear Factory. Et le clip nous montre des méchants du futur qui regardent et étudient le groupe qui joue. Personnellement, je préfère largement cet album à Fear, Emptiness, Despair. Il est plus varié et il apporte plus de matière à satisfaire un fan de métal standard. Et les quelques morceaux les plus hargneux ont tout de même de quoi soulager et tenir encore un peu en haleine les fans de Napalm Death du début. La création de l'album sera toutefois mouvementée et conduira à la rupture entre Barney, le vocaliste, et le reste du groupe. Barney ira, histoire de prendre un peu l'air, donner de la voix sur l'album Damage 381 de groupe Extreme Noise Terror, pendant que Phil Vane, le chanteur justement d'Extreme Noise Terror, viendra le remplacer au pied levé chez Napalm Death. Cela dit, il n'aura pas l'occasion d'y enregistrer quoi que ce soit, car le groupe ne le trouva pas adapté à la musique qu'il faisait, ça ne marchait pas. Alors, Shane Embury, le bassiste du groupe, a rappelé Barney, et ce dernier, qui adorait les nouveaux morceaux, a fini par revenir pour enregistrer le prochain album de Napalm Death. C'est ainsi que, l'année d'après, en 1997, sort le nouvel album de Napalm Death, Inside the Torn Apart. Le label est toujours le même, et la musique évolue encore un peu. Si on retrouve toujours un peu le groove des précédents albums, il est cette fois-ci bien mieux couplé, selon moi, avec leurs racines grindcore originelles. On n'a bien sûr pas retrouvé la férocité et l'acharnement sauvage des deux premiers albums, mais on se rapproche doucement d'une version aseptisée d'un grind plus moderne, qui respire un peu plus et qui est plus créatif. La production est toujours un peu meilleure que la précédente, et j'ai envie de dire évidemment, puisqu'il s'agit toujours de Colin Richardson, et qu'il a eu le temps de se faire la main depuis Utopia Banished, et il sait maintenant comment faire sonner la musique si particulière de Napalm Death.
Mais il faut noter que pendant tout ce temps, il est aussi allé travailler avec Bolt Thrower, Carcass, Brutal Truth pour ce qui est de l'extrême, mais également avec Fear Factory et Machine Head qui étaient vraiment en vogue à ce moment-là. Et ça a certainement joué un petit peu sur la façon dont sonnait Napalm Death à l'époque. Globalement, le groupe a accéléré le tempo, mais la formule reste à peu près la même, à ceci près qu'elle est mieux maîtrisée. En gros, toutes les chroniques que j'ai vues en parlaient comme d'une version améliorée de Diatribes. Personnellement, j'ai ma petite préférence pour Diatribes quand même, que je trouve plus percutant et plus franc. Mais ce serait pinaillé. L'album a encore une fois quelques tubes, enfin plutôt un tube, même s'il ne vient plus marquer les setlists du groupe aujourd'hui. L'éponyme Inside the Torn Apart. L'un des morceaux mid-tempo de l'album qui se veut assez lourd et qui sonne pratiquement comme du Sepultura de l'époque. Mais on peut aussi noter Breathe to Breathe, très jumpy et assez apprécié, qui est accompagné d'un clip live encore une fois. Le nouvel album du groupe sort en 1998, peu de temps après un album live, Bootlegged in Japan, et il s'intitule Words from the Exit Wound. Et cette fois-ci, il sonne dès le premier morceau comme du death metal pur et dur, avec parfois même un groove typique de la vague suédoise, Entomb, The Grave, tout ça. Et si beaucoup préfèrent cet album-là aux deux précédents, c'est clairement celui qui trouve le moins grâce à mes yeux. On y trouve tout ce qui faisait les deux précédents, mais en moins péchu, en moins inspiré et surtout en beaucoup plus quelconque. Peut-être le fait de l'avoir écouté juste après Diatribes et Inside the Torn Apart, mais j'ai vraiment du mal à le garder en mémoire. Les riffs sont sautillants sans être plus que ça efficaces. Ils semblent parfois s'inspirer assez de la vague néo-metal qui connaissait alors son heure de gloire. C'est pas tout le long, mais ça m'arrive de me faire la réflexion, comme sur certains passages du morceau Trio Degradable et Fixed by Disconcern. Et ce qui m'a beaucoup surpris à l'écriture de cette vidéo, c'est de voir que beaucoup de chroniques considèrent cet album comme le retour de Napalm Death après deux albums plus discutables. Mais j'ai du mal à lui trouver les qualités que ces chroniques lui donnent, à part qu'en effet la voix de Barney est plus énervée que jamais et que ça apporte à l'intensité de l'album. Mais tout le reste dessert ça. Et en parlant de la voix de Barney, beaucoup ont souligné le ratage total de la présence de certaines voix claires par-ci par-là sur les refrains. Alors pour moi, personnellement, elles sont tellement rares qu'elles sont anecdotiques, et rien qui ne m'est sorti du morceau. Si on pouvait effectivement pas attendre de Barney qu'il se débrouille bien sur un refrain complet, quand il s'agit juste de scander quelques phrases, ça va, ça passe. De manière générale, je ne dirais pas que cet album est mauvais, car ce n'est pas le cas. Mais il n'est, à mes yeux, pas l'un des essentiels à écouter, et certainement pas plus que les deux précédents. Peu de morceaux véritablement remarquables dans cet album, excepté peut-être Cleanse Impure, que le groupe joue encore en concert aujourd'hui, et qui est effectivement l'un des plus énergiques de l'album. Le riffing est vraiment grind, on a des longs passages en blast beat, et ça fait du bien au milieu de cet empilement d'expérimentation. On retrouve même ce genre de feeling sur Ulterior Exterior aussi, ou bien Next of Kin to Chaos, qui travaille un peu plus les ambiances malsaines tout en mid-tempo, comme un vieux morceau qu'on aurait ralenti. Donc à nouveau, tout n'est pas à jeter dans ce World from the Exit Wound, si ce n'est la pochette immonde dont il est affublé. Mais il ne sera pas encore l'album du retour en force de Napalm Death, et il sera classé avec les précédents dans la période dite expérimentale du groupe. Et si je parle de période, c'est bien parce qu'à ce moment-là, Napalm Death est en train de nous mijoter un petit quelque chose qui ravira notamment ceux qui avaient continué d'espérer un véritable comeback sur la scène grind dont ils sont les parents.
Le nouvel album sort en l'an 2000 et il s'intitule Enemy of the Music Business. Et s'il porte ce titre, ce n'est probablement pas sans raison, surtout quand on sait qu'il s'agit du premier album du groupe à ne pas sortir chez Earache Records, mais chez Dreamcatcher, un label nettement moins notable, surtout dans le metal extrême, puisqu'il n'a vraisemblablement pas sorti grand chose d'autre que quelques albums d'Yngwie Malmsteen et de The Exploited. Et quand on quitte une structure aussi massive qu'Earache pour se réfugier chez un concurrent beaucoup plus modeste, on peut imaginer que des conflits ont pu intervenir entre le groupe et le label. Et pas des moindres, étant donné que cet album s'appelle littéralement « Ennemi du business de la musique ». Et d'ailleurs on remarque aussi que le groupe a repris son ancien logo. Et musicalement, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, à l'instar de l'EP Leaders Not Followers, sorti l'année précédente et dont je n'ai pas parlé, il revient de façon extrêmement soudaine à un grindcore bien énervé et bien plus vif. Il s'offre un nouveau son bien plus allégé mais plus incisif en allant enregistrer au Parkgate Studio en Angleterre avec un tout nouveau staff. En gros, on lâche tout et on recommence. Ils remettent la machine à blast en état de fonctionnement et on sent qu'ils se sont fait un sacré plaisir à composer les riffs plus rapides, les plus agressifs mais aussi les plus groovy de leur carrière sans jamais laisser retomber l'intensité. Et la plupart des fans se sont réjouis du retour du grind des grands patrons. En réalité, c'est clairement pour moi l'un des meilleurs albums du groupe. On a vraiment la sensation qu'ils avaient une sorte de rage terrible à exprimer et qu'ils ont tout laissé sortir d'un coup. Il y a dans la musique une sorte d'urgence, une sensation que si le rythme ralentit ou que le volume baisse, quelque chose sera perdu. Une énergie qui avait besoin d'exploser à ce moment-là. Et je ne sais pas exactement en quoi consistent les désaccords entre le groupe et le label Earache Records, mais quelque chose me dit que peut-être qu'on essayait d'un peu trop contenir cette énergie. Et j'en viens même à penser que si le groupe a choisi une si modeste structure pour sortir son EP puis son album, c'est justement pour qu'il n'y ait plus aucune pression pour peser sur eux. Enfin là je spécule, j'en ai aucune idée en réalité, mais ils se sont pas tellement exprimés à ce sujet en fait. Mais bon, on peut l'interpréter comme ça. Et je ne vais quand même parler un petit peu de l'EP Leaders Not Followers qui est assez intéressant puisqu'il s'agit d'une compilation de reprises. Napalm Death veut annoncer un retour à une musique plus brute et pour ce faire, il nous en dit un peu plus sur ses influences qui vont de la scène punk hardcore à quelques groupes de death metal primitifs. Et c'est sur cette EP qu'on retrouve leur fameuse reprise des Dead Kennedys, Nazi Punk Fuck Off, qui joue toujours en live et qui fonctionne plutôt bien. Toujours est-il qu'à partir de Enemy of the Music Business, on ne pouvait qu'espérer un retour durable à ce niveau de qualité et de violence pour la suite. Espérer ou craindre que le groupe ne retombe à nouveau dans des phases peut-être trop expérimentales. Et c'est 2 ans après, en 2002 donc, que le groupe viendra répondre à cela. Le nouvel album de Napalm Death s'appelle donc Order of the Leech et il confirme plutôt bien, même très bien, la nouvelle direction grindcore du groupe. Cette fois-ci, l'album sort sur le label FETO Records, un label cofondé par Shane Embury et Mick Kenney de Anal Nathrak. Et d'ailleurs, le nom FETO Records, c'est l'acronyme de From Enslavement to Obliteration. Et donc, que dire de ce nouvel album, si ce n'est qu'il pousse encore plus loin la brutalité et la rapidité de son prédécesseur, qu'il est la suite logique de From Enslavement to Obliteration, s'il n'y avait pas eu tous ces albums entre-temps déjà. On y retrouve la même rage, la même énergie, mais avec un vrai son plus moderne et qui retransmet beaucoup mieux toute cette violence, et notamment la batterie, qui roule à 200 à l'heure en permanence, mais qui se permet quand même de groover un peu, même si c'est super vite. Et Barney a retrouvé une façon de hurler véritablement enragée. Sa voix est à ce point brutale et unique que j'ai longtemps cru qu'elle était doublée ou qu'il y avait un effet dessus. Mais non, en fait, pour l'avoir vu en concert, on est bien sur de la simple voix, et c'est impressionnant. On est loin des grognements de bulldog ronchon du début. Là, il crache toute sa haine et ses textes engagés, comme si ça allait calmer le capitalisme et faire arrêter toutes les guerres, toujours secondées par les cris aigus de Harris, qui donnent un bon échange. Autrement dit, il n'y a selon moi rien à jeter dans ce Order of the Leech.
Et rares sont les groupes qui parviennent à égaler en maestria et en rage folle furieuse Napalm Death à partir de ce point-là. À la limite, seuls les riffs peuvent sembler un peu trop compliqués pour quelques fans, et s'apparentent moins aux influences punk du groupe qu'à leurs influences death metal. Mais personnellement, je ne vois pas de quoi m'alarmer, car la musique ne perd en rien son intensité. D'ailleurs, je vois pas grand chose à dire de plus sur cet album. Moi j'ai déjà endormi mon bébé avec ça, mais sinon... Le groupe a l'air d'avoir retrouvé son chemin, et il cavale dessus pour rattraper son retard, tant et si bien qu'il finit premier à nouveau. Order of the Lich est un énorme bloc de grindcore, un mur de son infranchissable et inarrêtable. C'est surviolent, extrême, précis, les paroles sur lesquelles je ne me suis pas attardé depuis un moment valent à nouveau la peine d'être lues, surtout si vous attendez d'un pied ferme le jour où le peuple renversera le monde. Que de l'extrêmement positif, et là on peut se permettre d'être beaucoup plus confiant pour la suite. The Code is Red, Long Live the Code sort en 2005 et cette fois-ci, le groupe semble s'être réconcilié avec les gros labels, car il sort chez Century Media, l'un des plus imposants déjà à l'époque. Et autre particularité, il n'y a cette fois plus qu'une guitare, puisque Jesse Pintado a quitté le navire en 2004 pour aller notamment jouer encore un peu avec les copains de Terrorizer et de Lock Up. Malheureusement, il sera emporté par un coma diabétique en 2006. Concernant l'album, la rage est toujours la même si la formule semble avoir très légèrement mué, comme si elle avait pris un peu de maturité depuis les 2 derniers boulets de canon que Napalm Death avait tirés. C'est surtout la variété des ambiances en fait. On retrouve ça et là quelques passages plus mid-tempo, mais surtout plus casse-bouche, s'inspirant des courants plus modernes du hardcore. Et d'ailleurs, sur le morceau Instruments of Persuasion, on a le chanteur Jamet Jasta, le chanteur de Hatebreed, qui vient gueuler comme il sait le faire. Globalement, cet album groove beaucoup plus que le précédent, et semble presque plus festif, sans pour autant qu'il ait perdu une once de violence. Et tant qu'on est dans les guests hardcore, on retrouve aussi Jello Biafra, le chanteur des Dead Kennedys, sur le morceau The Great and the Good. En tout cas, on s'éloigne un peu du death metal qui marquait encore beaucoup les albums précédents. Les riffs de guitare semblent s'être un peu simplifiés, et s'inspirent beaucoup plus du punk, du hardcore, et même un peu du trash le plus bête et méchant parfois. Et il faut préciser qu'en 2004, le groupe a sorti un autre EP intitulé Leaders Not Followers Part 2, qui là, cette fois-ci, ne contient donc que des reprises d'abord de hardcore, citons en vrac Anticimex, Siege, Agnostic Front, Discharge, mais également du trash, puisqu'on a du Creator, du Sepultura, du Hyrax et même du Hellhammer. Et le groupe a quand même fini par trouver que tout n'était pas à jeter dans Fear, Emptiness, Despair. Et a raison d'ailleurs, puisqu'il rajoute sur quelques morceaux, notamment à la fin, des atmosphères beaucoup plus sombres. Et là, pour le coup, industrielles. Comme le portrait terriblement froid et noir du monde dans lequel on vit, et qui est justement critiqué avec autant d'énergie par Napalm Death. Et je dois avouer que j'aime beaucoup ces morceaux en down-tempo, qui rivalisent en lourdeur avec le Funeral Doom le plus obscur. Ça tempère un peu le rythme de l'album, ça ajoute une nouvelle dimension à la musique, et ça évite de s'ennuyer. Et c'est là, je trouve, que Napalm Death commence à véritablement trouver l'équilibre qu'il a encore aujourd'hui. Donc si certains ont un peu moins accroché à The Code is Red, Long Live the Code, préférant la déflagration qu'était The Order of the Lich, moi j'ai une petite préférence pour celui-là. Même si j'aime à peu près tout, hein. Et sinon, l'album est accompagné par 2 clips sans trop d'intérêt, l'un pour Silent is Deafening et l'autre pour More Rare, mais bon, voyons la suite. En 2006, Napalm Death sort un nouvel album, après avoir consacré un split avec Terrorizer à la mémoire de Jesse Pintado. Ce nouvel album s'appelle Smear Campaign, et il sort une fois encore chez Century Media. Et ce qui peut surprendre dès le début, c'est la présence d'une intro industrialo-symphonique.
comme un rappel des 2 morceaux qui terminaient l'album précédent. Et ça deviendra finalement une habitude chez Napalm Death, puisque tous les albums qui suivront Smear Campaign se doteront d'une intro dans ce style. Pourquoi pas après tout, si ça peut aider l'auditeur à se mettre un peu dans l'ambiance et à se chauffer avant la grosse bagarre. Et qu'en est-il alors de cette grosse bagarre ? Déjà, on a tout de suite la sensation que Napalm Death est en colère. Mais vraiment fâchés, hein, ils ont quelque chose qui les met de travers, et ils ont plus du tout envie de rigoler, et on va prendre une sacrée rouste. La musique, à l'instar de la pochette, est globalement plus sombre. Le rythme est un poil plus lent que sur les précédents, car le groupe préfère appuyer sur la lourdeur, ce qui n'enlève rien à son goût pour l'expérimentation et à l'envie de faire varier sa musique. En témoignent les riffs de guitare qui, même s'ils sont simples, se montrent quand même assez inventifs et surtout efficaces. Et ça, c'est un peu l'ingrédient secret de Napalm Death. Autre expérimentation, et pas des moindres, du chant clair féminin sur le morceau Indifference avec la présence étonnante d'Anneke van Giersbergen. Et rien que ça devrait tous vous étonner, parce que c'est une chanteuse qu'on connaît pour sa voix lumineuse et rayonnante, c'est le soleil qui luit dans les albums de Devin Townsend. On ne peut pas décemment croire qu'elle ait chanté sur des morceaux de Napalm Death sans les avoir directement dans les oreilles. Cela dit, sa participation est presque anecdotique, et on pourrait très bien kiffer le morceau sans se douter un instant que c'est elle qui chante ou qui parle. Globalement, cet album est une nouvelle satisfaction du côté des fans, et Smear Campaign compte même dans ses rangs un véritable tube avec When All Is Said and Done, qui est encore aujourd'hui un incontournable des setlists, et il a d'ailleurs droit à son clip. C'est en tout cas, selon moi, l'album le plus enclin à faire bouger la tête. Les rythmiques mesurées, même si les blasts à 1000 km/h n'ont pas disparu, le permettent, et les riffs inspirés et groovy nous y forcent de toute façon. Et je crois que j'aurais jamais autant musclé mes jambes qu'à l'écriture de cette chronique, en écoutant tout l'album à vouloir imiter la double pédale. En fait, je retrouve dans certaines parties, dans certains changements de tempo, un feeling à la Benighted, c'est-à-dire un death grind groovy qui donne autant envie de se battre que de danser, même si Napalm Death reste quand même plutôt les pieds dans le grindcore évidemment. Et j'irais même jusqu'à comparer certains morceaux au début de Celtic Frost en version extrême, comme Identity Crisis par exemple, où Barney s'amuse même à placer plusieurs fois le fameux de Tom G. Warrior. J'ai dans l'idée que c'est un petit hommage. En tout cas, un nouveau bilan très positif pour ce Smear Campaign, et comme tout le monde à l'époque, j'ai hâte d'écouter la suite. Le nouvel album de Napalm Death sort donc en 2009, toujours chez Century Media, et c'est une énorme claque dès le premier morceau. En termes de violence, on se rapproche plus ici de la bombe nucléaire qu'était Order of the Lich, tout en vélocité et en rage brûlante, que des 2 derniers albums en date. Les morceaux sont rapides et déchaînés, ce qui est bien mis en valeur par la production de Russ Russell, qui est finalement là depuis le retour au grind du groupe, depuis Enemy of the Music Business. Les hurlements de Mitch Harris accompagnent de façon plus récurrente la voix rauque de Barney, ce qui amène toujours son petit effet tranchant. La batterie répète avec la même précision les blast beats et autres rythmes hardcore plus sautillants à fond la caisse, et les riffs sont toujours aussi inspirés. Ce qui n'empêche pas le groupe de disséminer quelques éléments un peu plus ambiants par-ci par-là, des chœurs un petit peu rituels sur le morceau éponyme, des ralentissements de tempo de part et d'autre. A noter que Barney a enfin trouvé la bonne façon de faire résonner sa voix chantée. Elle est grave, monolithique et réverbérée, ce qui la rend froide et imposante. Des petites particularités, mais qu'on avait déjà pu voir sur les albums d'avant. Napalm Death a, semble-t-il, trouvé sa vitesse de croisière, et c'est d'ailleurs un point qui avait été un peu critiqué à la sortie de l'album. Forcément, avec la carrière sinueuse du groupe qui nous avait habitués à nous surprendre, oui c'est une drôle de phrase, on peut être un peu déçu de retrouver là l'exacte même formule que les précédents. Mais personnellement, c'est pas comme ça que je le vois cet album. Depuis Enemy of the Music Business en 2000, Napalm Death a redécouvert ce que c'était de faire vraiment du grindcore et s'est amusé à essayer quelques petites nouveautés ça et là, mais pas trop, pour ne pas risquer de retomber dans quelque chose de trop éloigné. Et en 2009, presque 10 ans plus tard, le groupe fait, avec Time Waits for No Slave, la synthèse de tout ça, le bilan. Il a plus ou moins trouvé son identité et il ne reste plus maintenant qu'à l'exploiter.
Et puis à ce moment-là, le groupe il a bientôt 30 ans d'existence, alors on va pas leur reprocher de se reposer un peu sur leur laurier. D'autant qu'ils nous préparent quelque chose de lourd pour l'album d'après. Et puis il y a tant de morceaux vraiment excellents, le tube On the Brink of Extinction, avec son clip qui dénonce, le démarrage Strong Arm, et j'aime personnellement beaucoup de titres plus ambiants comme Fallacious Dominion par exemple. Le seul défaut vraiment gênant de cet album finalement, c'est la répartition des titres. Le problème est d'avoir blindé le début de tous les morceaux les plus abrasifs, pour ne mettre au milieu que les plus lents et sombres, ce qui donne une impression désagréable de ventre mou, alors que ça démarrait pourtant si fort. Mais bon, au-delà de ça, je ne peux voir que du bon pour la suite, et le groupe est loin de me faire mentir. Si vous me connaissez un peu, vous savez peut-être que Utilitarian, sorti en 2012 chez Century Media, est mon album préféré de Napalm Death. Pour moi, c'est l'album qui combine au mieux toutes les qualités de Napalm Death et qui en fait un condensé presque parfait. Les morceaux sont assez variés tout en restant fidèles à la formule Napalm Death. D'ailleurs, la pochette évoque pas mal celle des deux premiers albums, et en particulier celle de Scum. Elle est l'œuvre de Fraud Seals, et c'est lui qui s'occupera des pochettes des deux albums suivants. Pour en revenir à la musique, la production est énorme et rend bien justice à la fois à la lourdeur et à l'énergie bouillonnante. La voix de Barney est véritablement celle d'un molosse démoniaque, elle est ultra agressive et menaçante, toujours secondée par les cris stridents de Harris, qui apportent un peu plus dans la virulence, et les riffs vont du plus simple au plus inventif. Inventif ici ne veut pas dire complexe, mais plutôt originaux, avec des recherches plus ambiantes, des arpèges dissonants, et une basse qui n'en fait qu'à sa tête, et c'est un compliment. Parmi les originalités de l'album, on peut compter l'intervention du saxophone complètement halluciné de John Zorn sur Everyday Pox. On note aussi l'obstination de Barney à poser du chant clair ça et là, mais c'est ici une vraie réussite, puisque ça apporte énormément à l'ambiance, notamment sur Leper Colony et The Wolf I Feed, qui sont d'ailleurs les deux singles de l'album. C'est d'ailleurs le morceau Leper Colony qui m'avait fait découvrir le groupe via un sampleur de rock hard de l'époque, et je me rappelle avoir été complètement hypnotisé. Et quand on lance le disque et qu'on entend cette intro écrasante qui, maintenant, me fait penser à celle de From Enslavement to Obliteration, on ne peut qu'être blasté. Et malgré tous les passages plus atmosphériques, entre gros guillemets, et tous les mid-tempo, l'album est un concentré de rage d'une intensité rare, et les morceaux comme Think Tank Trials ou Quarantine sont là pour rappeler que c'est un album de grind qu'on écoute. Et à ce stade de leur carrière, les membres du groupe ont tous plus ou moins 45 balais, hein. C'est plus des genoux et pourtant ils envoient de la hargne comme personne. On notera, avant de passer à la suite, les clips pour les morceaux Analysis Paralysis et The Wolf I Feed. Il ne nous reste plus qu'un album à traiter avant de conclure cette vidéo. Ouf! Et cet album, le 15e tout de même, sort en 2015, toujours chez Century Media, et il s'intitule Apex Predator Easy Meat. Et s'il n'atteint pas pour moi la maestria du précédent, il continue toujours à placer Napalm Death dans le haut du panier de l'extrême. Il débute par une introduction bruitiste et incantatoire, c'est visiblement devenu une tradition, avant d'enchaîner sur l'un des tubes de l'album, Smash a Single Digit, un morceau d'ailleurs illustré par un clip tout en animation. Globalement, la musique se plie au style de Napalm Death, avec un style un peu plus punk, un peu plus hardcore et un peu moins metal que sur les autres productions par exemple. Il y en a même un genre de petit solo un peu rock'n'roll sur Year of Cheese. L'album se permet moins de ralentissement, et on constate qu'il y a beaucoup moins de morceaux mid-tempo. On est sur de la haine explosive qui déferle plutôt que sur un grondement bouillonnant. Il y a un sentiment d'urgence qui donne cette intensité en plus, et ça se ressent aussi dans la production. Les guitares ont un son plus brut, moins traité que sur Utilitarian, qui cherchait vraiment à reproduire l'image d'un enfer industriel.
Le seul moment d'ambiance glauque sera amené par le morceau Dear Slum Landlord, accompagné d'un clip animé lui aussi, sorte de complainte décadente et dissonante avant de repartir sur une guerre métallique. Il s'agit là peut-être de l'un des albums les plus sauvages et les plus véhéments de la carrière du groupe. Il compte ses quelques tubes, bien entendu, Smash a Single Digit, dont j'ai déjà parlé, mais aussi How the Years Come Down, et j'ajouterai ma petite sélection de morceaux de qualité Stubborn Stains et Soft Pits, même si l'album se doit d'être dégusté comme les autres dans son intégralité et d'une seule traite. En tout cas, voilà. Au moment où j'écris et où je tourne et où je monte et où je sors cette vidéo, le 16e album de Napalm Death est sorti et il s'intitule Throes of Joy in the Jaws of Defeatism. Et je ne ferai pas de chronique dessus tout simplement parce que sa sortie est trop fraîche. Mais mon avis actuel est qu'il est très bon pour tout un tas de raisons. Cela dit, je vous laisse faire votre propre avis à la lumière de cette rétrospective qui, je l'espère, vous aura plu. Pour conclure cette vidéo, vous connaissez les fameux abonnez-vous, partagez, commentez, likez, tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un long travail de longue haleine qui a mis pas mal de temps à sortir et qui était aussi pas mal entrecoupé de tout un tas de pauses. Voilà, j'espère que vous n'en serez pas déçus. On se retrouve, donc je ne dirai pas bientôt, mais en tout cas prochainement pour de nouvelles vidéos. Entre temps, portez-vous bien, écoutez du grindcore, puis à la prochaine. Ciao.